fois de plus, il s'est rendu compte qu'il nous avait sous-estimé parce qu'il pensait pas qu'il y aurait de nouveaux fronts populaires après la dissolution, sous-estimé parce qu'il penserait pas, comme plein d'entre vous, d'entre nous, comme plein d'observateurs, qu'on se mettrait d'accord sur une alliance, sur un programme, sur un accord électoral, fait un bond parce qu'il pensait pas qu'on ferait cette campagne, fait un bond parce qu'il pensait pas qu'on gagnerait, et puis là, la dernière rumeur en ville, c'était qu'on se mettrait jamais d'accord sur un nom de première ou de premier ministre, et nous l'avons fait. Je pense qu'à 19h, une heure avant son interview, quand il a appris ça, il n'a pas trop su comment gérer la nouvelle. Et donc, comme un enfant paniqué, la seule chose qu'il a su annoncer à 20h, c'est qu'il disait non. Mais on n'a pas compris ce qu'il proposait. Ce nom et ce nom de Lucie Castet, il ne l'a d'ailleurs pas prononcé. Il ne l'a pas prononcé, et c'est assez méprisant parce que, vous savez, il y a peu de femmes en politique. Lucie Castet, nous avons le même âge. C'est quelqu'un qui est très solide, qui est très crédible, qui a réussi à mettre d'accord les quatre forces du nouveau Front populaire autour de son nom, c'est dire. Et donc, oui, je trouve que c'est assez méprisant qu'il n'ait pas prononcé son nom. Et il va falloir qu'il retienne son nom parce qu'il n'a pas fini de l'entendre. Et pour vous, c'est une fin de non-recevoir ? Non, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Emmanuel Macron, le 9 juin au soir, décide tout seul, sans concertation, mais c'est comme ça qu'il avait gouverné pendant 7 ans, une dissolution. Il pose une question très très claire aux Français. Françaises, Français, voulez-vous une cohabitation? Voulez-vous une alternance? Les Français lui répondent très clairement. Et lui, le soir des résultats, il dit bon alors, j'ai un peu perdu, mais vous n'avez pas tout à fait gagné. C'est-à-dire que en même temps se prolongeait même dans son analyse des résults. Il n'a pas entendu ce qu'ont dit les Français. Et donc on va dire plus fort. Ça veut dire que vous espérez qu'à la mi-août, puisqu'il renvoie en tout cas après milieu du mois d'août la nomination d'un chef de gouvernement, que ce nom pourrait être adopté par Emmanuel Macron. Vous y croyez encore? Mais je pense qu'il peut pas faire comme si de rien n'était jusque mi-août en réalité. C'est assez inconcevable. Et c'est pas, quand je dis ça, c'est pas une menace. C'est pas que je viens sur le plateau en disant on va tout casser s'il nomme pas Lucie Castet première ministre. C'est juste qu'il y a une logique institutionnelle dans ce pays. La logique institutionnelle, ou alors on s'assoit sur la Constitution, sur les usages et on part dans un no man's land total. Mais il doit décrocher son téléphone et demander au chef de parti du nouveau Front populaire un nom. Il ne l'a pas fait, alors on lui a donné publiquement, comme ça il l'a et tout le monde sait qu'il l'a. Mais c'est pas une question de quelle attitude moi ou Fabien Roussel, Manuel Bompard, Olivier Faure on va avoir. C'est que, voilà, j'ai vu hier, il décrétait une trêve électorale. Enfin, une trêve électorale de quoi? C'est une trêve politique. Non, mais une trêve olympique. Oui, une trêve olympique. Parce qu'on a très peu l'habitude d'une trêve électorale. Et donc là, il demande une trêve olympique, comme s'il hissait le drapeau blanc en disant voilà, bon, tout le monde est fatigué, on va se reposer un petit peu, mais nous, on n'est pas fatigué du tout. 2, on est capable de faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire de regarder la finale du 400 mètres haies et de composer un gouvernement. Et puis 3, les Français l'attendent. Les Français, ils ont voté le 7 juillet. Ils ont demandé quelque chose de clair. Mais concrètement, Marine Tondelier, à l'instant, comme vous, Lucie Castet demande effectivement à Emmanuel Macron, je cite, de prendre ses responsabilités, de la nommer première ministre. Et elle a raison. Comment on fait? Comment vous faites? Comment allez-vous vous y prendre pour qu'il le fasse? Mais c'est pas à nous de répondre, c'est à lui en fait. Il est président de la République. Il a demandé une dissolution. Les gens ont voté. Ils ont voté aussi nombreux qu'ils n'avaient jamais voté depuis vraiment très longtemps, depuis 1981. C'est-à-dire que les gens se sont dit, cette fois-ci, ce bulletin de vote-là, il a plus de poids que les autres. Parce qu'il peut changer ma vie. Il peut changer ma vie parce que si Jordan Bardella est Premier ministre, ma vie sera pas pareille. Il peut changer ma vie parce que le nouveau Front populaire nous promet de la justice sociale et environnementale. Il peut changer la vie parce que dans ce pays, depuis 7 ans, c'est toujours plus pour les plus riches et toujours moins pour les plus pauvres. C'est 9 millions de pauvres. Et donc, quand autant de Français s'intéressent à la politique, ils n'ont pas juste été votés. Il y a eu une passion politique dans ce pays pendant 6 semaines. Les gens en ont parlé. Moi, j'en entendais parler dans la rue, dans les transports en commun, au travail, partout. Partout. Et lui leur dit bon non en fait ça n'a jamais existé, on attend, mais c'est pas possible. Mais s'il ne le fait pas, on dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior, quoi. C'est-à-dire que il joue au jeu, puis c'est normal chez les enfants de 5 ans. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la partie, il dit oui, mais ça en fait je t'avais pas expliqué maman, en fait c'est parce qu'il y a une nouvelle règle, puis ça en fait t'as pas bien compris, puis ça quand je joue avec papa on fait comme ça. Les enfants font ça, on le sait, ça nous fait rire, et on leur apprend à plus le faire et à pas tricher. Il triche aujourd'hui. Emmanuel Macron, il est président de la République, faut être sérieux. En plus je vais vous dire, on se prend des leçons de morale sur c'est les Jeux Olympiques, faut être sage, le monde entier nous regarde. Mais oui, le monde entier nous regarde. Et je vais vous dire, le monde entier va braquer ses projecteurs sur la France parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui doivent être une fête populaire, une fête sportive. Et tout le monde va parler du fait qu'on a Emmanuel Macron, président de la République. On dirait Éric Ciotti, bientôt il va être réfugié dans l'Élysée en disant je demande une trêve, laissez-moi tranquille. On n'en est pas encore à qu'ils viennent me chercher, mais sans plaisanter. L'argument d'Emmanuel Macron, c'est de dire que vous n'avez pas de majorité et que il appelle les différents blocs à travailler ensemble. Ce matin, Lucie
Lucie Castet, qui est chez nos confrères, dit ça sera impossible de faire des coalitions, notamment avec le camp présidentiel, tant nos désaccords seront profonds. Ça veut dire que vous allez attendre la nomination, une nomination qui a priori ne va pas venir et qui ne correspond pas aux attentes d'Emmanuel Macron? Je peux pas vous laisser dire que cette nomination ne va pas venir. Parce que si vous saviez le nombre de choses dont on m'a dit qu'on n'y arriverait pas depuis 6 semaines et qu'on a faites, avec le sourire, avec beaucoup de détermination, moi je sais que quand on veut, on peut. Je sais que parce que tout le monde pensait que c'était impossible, nous l'avons fait. Et de la même manière que nous l'avons fait à chaque étape, que nous avons surmonté tous les obstacles, nous allons surprendre encore une fois. Mais pour que les Français comprennent bien, longtemps comme ça. Pour que les Français comprennent bien, ça veut dire que si demain Lucie Castet est à Matignon, vous allez travailler avec qui? Quelles vont être les forces d'appoint, j'ai envie de dire, avec lesquelles vous allez pouvoir composer sur un certain nombre de sujets? Alors vous avez raison de poser cette question parce que je pense que vos auditeurs ont besoin de clarté, de transparence et de comprendre. Il y a 2 choses. Il y a le gouvernement et il y a l'Assemblée nationale. Le gouvernement, on veut plus d'eux en même temps. On veut pas faire semblant qu'on va faire une majorité de Marine Tondelier à Xavier Bertrand, tel jusque Laurent Wauquiez. De toute façon, ils ne veulent pas. Et c'est logique. Un gouvernement, ça indique un cap. On doit faire un gouvernement dans la période qui est intense, un gouvernement de combat, compact, resserré, solide, solidaire. Un gouvernement dont tout le monde est bien compris. Pourquoi il est là? Grâce à qui? Moi, je le sais, grâce à qui? Et dites-le nous. Pourquoi faire? Grâce à qui? Vous avez suivi les élections comme moi. Il y a des personnes qui ont voté pour nous, il y a des personnes qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout. Et 73% des Français veulent une rupture politique avec le macronisme. Et une rupture politique avec le macronisme, ça se fait pas dans un gouvernement avec des macronistes. C'est tout. Par contre, à l'Assemblée nationale, faut être dans la modestie. Nous n'avons pas la majorité absolue. Moi, je dis que Emmanuel Macron doit sortir du déni, mais que nous aussi, il faut qu'on fasse preuve de modestie. Ça ne veut pas dire qu'on va poser nos fesses sur le toboggan du renoncement qui, comme chacun sait, glisse très vite et nous emmène loin. On est déterminé, notre programme, notre feuille de route, elle est publique, contrairement aux macronistes, contrairement au Rassemblement national. On n'a pas changé d'avis toutes les semaines. On l'a écrit, on l'a chiffré par les plus grands économistes de ce pays. Maintenant, on va le mettre en œuvre. Mais c'est pas nous qui allons décider ce qui va passer à l'Assemblée nationale ou pas. On va aller chercher des majorités par texte, peut-être même parfois par amendement, parce que c'est comme ça que ça se passe depuis des années. Emmanuel Macron, vous voyez bien que sur chaque texte, c'est pas la même Lucie majorité. Castet, elle est qualifiée pour ça. Mais Lucie Castet, pour ces négociations qui durent, pour aller chercher, pour aller arracher des majorités. Lucie Castet, si elle a eu la confiance des 4 partis politiques, vous imaginez bien que ça vient pas de nulle part. Lucie Castet, elle a plein de qualités propres. Des qualités de elle, ce qu'elle fait sur la criminalité financière, tous ces combats pour les services publics. J'imagine qu'hier, il y a plein de fonctionnaires de ce pays qui sont maltraités depuis des années, qui ont été soulagés de dire « Ah ben voilà, c'est quelqu'un qui se bat pour nous ». Je parle des fonctionnaires, mais je parle aussi des usagers des services publics. Celles et ceux qui n'en ont pas assez, celles et ceux qui sont inquiets, celles et ceux qui en ont besoin sur certains territoires qui en ont de moins en moins. Vous voyez, ça parle à plein de gens. Donc ça, c'est les qualités propres de Lucie Castet. Et il y en a plein d'autres. Elle est compétente, etc. Et puis après, évidemment que c'est un travail d'équipe. Que le rôle, par exemple, du ministre en charge ou de la ministre en charge des relations avec le Parlement sera fondamental, on le sait bien. Mais à l'Assemblée nationale, pour finir sur ce que je vous disais, chacun va prendre ses responsabilités. Par exemple, sur les super profits. C'est une mesure dont on a beaucoup débattu depuis des années. Moi, je comprends pas que ce soit pas encore mis en place. On va la mettre sur la table. 80% des Français sont pour. Et on va demander, chers amis députés, 80% des Français sont pour. Ça rapporte 15 milliards par an en ne prenant rien à des gens qui en ont besoin. C'est des profits qui tombent du ciel parce qu'il y a une crise énergétique ou une guerre en Ukraine et que tout d'un coup, des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, une manne leur tombe du ciel sans talent supplémentaire, sans mérite supplémentaire et sans travail supplémentaire. Qui veut les taxer? Oui ou non? Et puis les gens répondent. Vous allez c'est comme ça nous qu'on dire va faire. Comment vous allez faire justement, précisément et en détail pour aller chercher ces majorités au cas par cas dans une minute, parce que c'est Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Vous parlez des majorités à construire, des voix à aller chercher du côté de l'Assemblée. Vous avez déposé hier une proposition concernant l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que vous allez, par exemple, aller chercher des voix de quel côté pour avoir la majorité sur ce texte? Et on va pas aller les chercher, elles vont venir. Parce que je vous rappelle que dans la précédente Assemblée nationale, où il y avait beaucoup plus de macronistes, il n'y avait déjà pas de majorité pour cette réforme des retraites. Ils l'ont passée au forceps, ils l'ont passée par un 49-3. C'est une réforme qui est légale, mais qui est illégitime, contre laquelle on est des millions ça veut dire à avoir marché. Et sur les voix, par exemple, d'un groupe comme Lyot, mais ça ne va pas suffire. Est-ce qu'il faut prendre en compte les voix du Rassemblement national? Moi, je compte sur la sagesse des députés. Je ne vais pas faire comme ont fait les macronistes, d'ailleurs pendant tout le mandat précédent, aller faire des tractations pour des voix Rassemblement national dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Mais le Rassemblement national, hier, a dit qu'il voterait. Et donc voilà, la réforme des retraites sera abrogée.
de la même manière qu'elle n'aurait jamais dû être votée. Et d'ailleurs, elle n'a pas été votée. Elle a été imposée par un 49-3. Donc on va revenir au juste ordre des choses. Quand les textes n'ont pas de majorité, ils ne seront pas votés. On revient en négociation. Mais c'est pas des négociations que vous dénonciez. C'est pas des négociations. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 3 jours, on a négocié avec le Rassemblement national? Moi, je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis 10 ans à Hénin-Beaumont. Je me suis battue, même pas juste entre les 2 tours, mais pendant le premier tour, pour faire valoir le Front républicain, qu'on a d'ailleurs dû expliquer à la moitié de ce gouvernement qui avait plus bien compris la différence entre l'extrême droite et la gauche. Qu'on a dû réexpliquer à des gens qui avaient été élus en 2017 et en 2022 grâce à nous, grâce à nos voix, et parce que nous, on fait bien la différence et qu'on sait où on habite et on sait quand il faut se mobiliser pour la République. Alors, je vais pas prendre des leçons sur le Rassemblement national. Premier parti de l'Assemblée aujourd'hui. Et sans ne rien faire, parce qu'évidemment qu'on n'a pas de contact avec eux, je pense que tout le monde a bien compris ça et a bien compris qui en avait, sans ne rien faire, le Rassemblement national va sur les plateaux télé pour dire la réforme des retraites, si y a cette proposition de loi pour l'abrogation, on la votera. Bah voilà. Mais c'est pas par des tractations, c'est pas en faisant la courte échelle, c'est pas en courbant les chines ou en baissant les yeux. C'est parce que ces mesures, elles sont évidentes pour toutes celles et ceux qui ne sont pas macronistes, excusez-moi. Parmi les priorités de Lucie Castet, il y a le pouvoir d'achat, la justice fiscale, la défense des services publics, l'abrogation de la retraite. Il n'y a pas l'écologie. Ça veut dire que vous le regrettez? Vous a oublié? Non mais attendez, hier, elle était candidate à être première ministre depuis 5 minutes, que tout le monde lui demandait ses priorités et qu'elle a dit des sujets que j'estime prioritaires parce qu'il y a une urgence sociale dans ce pays et que ça a mobilisé énormément de personnes pour venir voter et pour venir voter pour nous. Mais l'urgence écologique, mais ce qu'elle a dit aussi, c'est que sa boussole était le programme du nouveau Front populaire. Et le programme du nouveau Front populaire est le programme le plus ambitieux sur le plan écologique qu'une coalition de gouvernement n'ait jamais connu dans ce pays. Il y a l'abrogation, le moratoire sur les grands projets autoroutiers inutiles, le moratoire sur les méga-bassines, mais il n'y a pas des interdictions, il y a des choses qui vont changer la vie des gens, parce qu'on va faire plus de transports en commun, qu'on va mettre l'argent dans le train, dans les petites lignes du quotidien, dans ces petites gares qui ferment partout en France plutôt que dans des autoroutes inutiles, qu'on va offrir les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour les Français, que l'on va faire une loi juste et ambitieuse pour le climat, qu'on va déployer les énergies renouvelables qui sont moins chères à l'utilisation. Et en même temps, elle n'en parle pas. Attendez, elle a eu 3 minutes 30. C'est sa première interview, c'est ce matin. Là, vous parlez d'un communiqué de presse d'hier soir. C'est essentiel quand même dans un communiqué quand on donne ses grandes priorités, je la cite. Eh ben, elle a Parce que vous n'avez pas perdu là, à mon avis, vous n'avez pas perdu là un quart d'heure pour écrire, et que moi, je la retrouve à la sortie de cette émission pour discuter, et je n'ai aucun doute sur l'engagement de Lucie Castet, que je connais un petit peu depuis longtemps, sur les questions environnementales. D'ailleurs, quand elle travaillait dans ses fonctions précédentes, elle avait en charge les fiscalités vertes, parce qu'en fait, vous dites qu'elle est experte fiscale, comme si c'était un truc différent de la justice environnementale, mais c'est la même chose. Quand vous prenez l'argent aux plus riches, qui sont celles et ceux qui polluent le plus, pour le rendre aux plus pauvres, qui sont celles et ceux qui sont en première ligne de l'injustice climatique et de l'injustice sociale, vous faites de la justice sociale et de la justice environnementale, les deux sont liés, il n'y a pas d'un côté tout ce qui est social, de l'autre côté tout ce qui est environnemental. Chacun a bien compris que ceux qui avaient des super yachts et des jets privés, c'était pas les plus pauvres. Chacun a bien compris que celles et ceux qui habitaient à ras du périph' et dont les enfants avaient les poumons malades, c'était pas les plus riches. Tout le monde le sait. C'est à ça qu'on va remédier. J'en profite, Marine Tondelier, parce qu'on a eu la confirmation hier de l'installation de la première usine française de lithium en Alsace. Métal indispensable, essentiel aux batteries des voitures électriques. Ça fait partie de la transition énergétique. Ça, c'est la bonne stratégie ou vous avez des réserves là-dessus? Bah évidemment, moi je viens du bassin minier du Pas-de-Calais et toutes les activités qu'on dit d'extractivisme, je sais quel est leur coût environnemental et quel est leur coût humain. Parce que quand on exploite les sols, en général, on exploite aussi les hommes, et que c'est l'histoire de ma région. Donc je le sais peut-être plus que d'autres. Ensuite, on est aujourd'hui dans une demande croissante pour les téléphones, pour les voitures. Bon là, le lithium, c'est beaucoup pour les batteries de voitures, de ce qu'on appelle les métaux rares. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. On ne peut pas dire on veut des voitures électriques, et on voit bien que tout le monde en demande, mais on va continuer à extraire. Aujourd'hui, c'est beaucoup en Australie, en Argentine, et c'est transformé en Chine, et après, ça revient en Europe. Et donc quel que soit le coût environnemental et humain, en fait, on sait qu'il sera moindre en France, parce qu'il y aura des écologistes français, et puis tout simplement la confiance des Françaises et des Français, aussi des riverains, tout le monde va se mobiliser pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur, évidemment, comment on va le faire, ça je viens de le dire, pour limiter l'empreinte sur l'environnement, pour limiter le coût social, mais il faut aussi se dire que on doit réfléchir à la sobriété des usages.
Parce que le lithium, qu'il soit extrait en France, en Argentine, en Australie ou transformé en Chine ou pas, voilà, c'est pas neutre pour l'environnement. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut pas de tabou sur ces sujets-là. Faut pouvoir en parler. Moi, je suis allée en Guyane il y a pas longtemps où on nous vendait un projet de sud mine, là aussi pour des métaux rares. Et les gens ont commencé à poser des questions. Attendez, moi j'ai des champs là, il y a plein de potagers, il y a des Amérindiens qui sont là, il y a des défenseurs de l'environnement. Et on leur a dit, c'est stratégique. C'est un projet stratégique. Comme si le mot stratégique, ça voulait dire vous êtes trop bête pour comprendre. Donc concertation, aux gens. Concertation, discussion et sobriété. Voilà. Merci exactement. beaucoup, Marine Tondelier.